C'est une thérapie manuelle déjà, qui vise à améliorer la mobilité dans l'ensemble du corps. Certains sont plus dans le champ du charlatanisme que de l'ostéopathie. Essayez d'avoir un esprit critique dans tout ce qu'on vous dit. Écouter son corps, que l'on soit sportif ou non, c'est essentiel. Mais quand la douleur arrive, on se demande toujours vers qui se tourner. Médecin, kiné, ostéopathe, on sait vraiment jamais. Et parmi ces métiers de la santé, il y en a un qui intrigue, interroge et même parfois divise, l'ostéopathie. Alors aujourd'hui, on va essayer d'y voir clair, comprendre ce qu'est vraiment un ostéopathe, qu'est-ce qu'il fait dans le corps, pour qui et pourquoi. L'objectif, mieux connaître son corps pour en prendre soin. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être au cabinet de Simon Lancelot, ostéopathe et coach sportif sur Toulouse. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Simon. Bonjour Simon, merci de me recevoir. Bonjour JB, merci à toi de venir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Du coup, moi c'est Simon Lancelot, je suis ostéopathe depuis 2023 et coach sportif depuis 2024. Quoi dire de plus? Je suis installé dans ce magnifique cabinet depuis 2 ans maintenant. Et voilà. Très joli cabinet par ailleurs. Je crois savoir que tu as un passé de sportif, de rugbyman. Comment t'es tombé dans le sport? Comment est-ce que tu as commencé à faire du sport, à pratiquer? Très tôt, en vrai, depuis tout petit, je fais du sport. J'ai commencé le rugby, j'avais 7 ans, à Colomiers, grâce à un de mes meilleurs potes à l'époque, qui me poussait, et plus mes parents qui m'ont dit oui, oui, vas-y, vas-y. Et du coup, ce qui a fait que j'ai joué un paquet d'années au rugby. Ouais. T'es resté qu'à Colomiers? J'ai fait le gros à Colomiers, toute ma formation a été à Colomiers. Après, à partir d'un certain âge, beaucoup de sélections et beaucoup de jeunes prometteurs arrivent, donc on pousse légèrement à la porte ceux qui sont un peu limites. Et ensuite, j'ai continué le rugby à la Salvetat Saint-Gilles, où j'ai redécouvert un autre rugby avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir au final. Ouais, donc tu as toujours fait du rugby, ensuite tu t'es mis au crossfit. Et est-ce que c'est le fait d'avoir pratiqué un sport, bon là en l'occurrence le rugby, mais est-ce que c'est le fait d'avoir été sportif qui t'a poussé vers ce métier d'ostéo? Ouais. Oui, clairement oui. Le métier d'ostéo, je l'ai découvert en étant rugbyman à Colomiers. Forcément, on prend des pètes à droite, à gauche. On a été suivi à partir d'un certain âge par des kinés et ostéos. Donc c'est de là que Ouais, ça a commencé. t'as subi des blessures au cours de ta carrière qui t'ont fait voir des ostéos justement? Il y a eu des blessures, oui. Est-ce que c'est vraiment ça qui m'a poussé à me tourner vers l'ostéo? Je sais pas. Je pourrais pas te dire exactement, mais ça a sûrement été un facteur. Oui. Comment on devient ostéopathe? C'est quoi le cursus que toi tu as suivi? Beaucoup pensent que ça se rapproche de la médecine, mais pas du tout. Pas du tout le cursus classique, médecine, etc., comme peuvent l'être les kinés. En ostéo, c'est des écoles privées. On rentre sur dossier. Il y a 5 ans d'études. Au bout de ces 5 ans d'études, si tu as tout bien validé à chaque année, tu peux te retrouver à avoir ton diplôme. Et en parallèle du coup de cette formation, tu t'es mis au crossfit, je crois bien. Tu as commencé le crossfit en quelle année? J'ai commencé le crossfit en 2020, juste avant le Covid. Au bon moment pour commencer. Au bon moment pour commencer, c'est ça, pendant le Covid, à la maison. Et pareil, du coup, tu disais que tu étais également coach sportif. C'est le fait de t'être mis au CrossFit, ça t'a donné envie ou ça n'a rien à voir? Le fait d'avoir pratiqué le CrossFit, ça m'a donné encore plus envie. Après, depuis toujours, j'aime beaucoup transmettre, aider. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et du coup, c'était la suite logique. À la fin de mes études d'ostéo, j'ai arrêté le rugby un peu à contre-cœur. Et du coup, je me suis tourné plus vers le CrossFit et le coaching. Et t'as passé quel diplôme? J'ai passé un CQP. Donc en particulier, là, c'est le CQP IF, donc instructeur fitness, avec une option musculation et personal training, et ce qui me permet du coup de coacher un petit peu le CrossFit. Pendant ta ou tes formations, est-ce que ta vision par rapport au corps et au bien-être a changé? Oui. Et elle évolue encore aujourd'hui, j'ai envie de te dire. On en apprend un peu tous les jours. Des a priori peut-être que t'avais, que t'as plus maintenant, ou des croyances que tu connaissais pas. Ouais, c'est ça, plein de choses. Hein. Des choses que je ne connaissais pas en entrant en études d'ostéo, qui ont été beaucoup remises en question aussi pendant les études, en sortant de l'école, aujourd'hui encore au cabinet.
il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le métier de la santé, donc Ouais, rien n'est jamais fixe en fait. rien n'est jamais fixe, on en apprend tous les jours. On va se recentrer sur l'ostéopathie, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Et pour quelqu'un qui connaît rien, qui sait pas vraiment, est-ce que tu pourrais expliquer simplement ce qu'est l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, pour faire simple, c'est une thérapie manuelle déjà, qui vise à améliorer la mobilité dans l'ensemble du corps. Et donc, on va jouer sur plusieurs choses, les muscles, les articulations. À travers les muscles, on va jouer aussi sur le système nerveux. On peut avoir aussi une action sur le système digestif. Mais globalement, ouais, Digestif, comment ça fonctionne? comment ça fonctionne, c'est que on va avoir des manipulations douces autour du coup de l'abdomen, du ventre, pour soulager des troubles qui peuvent être digestifs ou qui peuvent avoir des fois aussi des relations avec des sensations de musculo-squelettiques, mais qui sont des fois en rapport avec des troubles digestifs. Et donc quand tu parles de manipulation, ce que tu peux m'en dire plus? Concrètement dans le corps, tu fais quoi en fait? Il y a plusieurs types de manipulation, c'est pareil. Quand je parle de manipulation, c'est vraiment au sens large. Donc là, j'englobe vraiment la manipulation qu'on a l'habitude de voir quand on va chez l'ostéo, c'est le bruit de craquement. Ouais, celui qui fait craquer. Celui qui fait craquer, donc il va jouer autour d'une articulation. Mais on va avoir des manipulations, comme je dis, plutôt douces, où ça peut être un petit peu associé à du type de massage, de la mobilisation vraiment passive, où on va venir mobiliser une articulation, par exemple le coude, le poignet, l'épaule, même la colonne. Il peut y avoir des manipulations où aussi je vais faire participer le patient, on va utiliser les contraintes musculaires, il y a pas mal de choses. Et donc comme tu dis, il y a toutes ces différentes techniques de manipulation, que ce soit faire craquer, plutôt doux. Toi, dans ton approche, tu te situes où? Entre les deux, j'utilise tout. Je trouve un peu dommage, certains font que certaines manipulations. Moi, le but, c'est j'ai vraiment une approche très personnalisée en fonction du patient, des attentes qu'il peut avoir, des demandes qu'il peut avoir, et en fonction aussi de ce que je juge nécessaire ou pas nécessaire dans la consultation. Donc, on va utiliser un peu toute manipulation, que ce soit articulaire, musculaire, plutôt donc ce qu'on appelle facial, où on va jouer vraiment sur les mouvements entre muscles, peau, etc. Enveloppe musculaire. Ouais, donc pour vulgariser, on a l'approche où on fait plus craquer et celle où on prend les choses d'une manière un peu plus douce et délicate. Est-ce que ces deux approches peuvent être complémentaires, vont travailler les mêmes choses d'une manière différente, ou est-ce que c'est vraiment pour travailler des choses différentes? Un peu les deux. On va avoir des actions spécifiques en fonction de certaines manipulations. En particulier, si on parle de la manipulation articulaire, on va avoir 3 effets. Un effet directement sur la douleur qui passe par en gros une voie sur la moelle épinière. On va avoir un effet musculaire autour de la zone articulaire qui va créer un relâchement. Et on va aussi avoir un effet directement sur la mobilité. En fait, vu qu'on joue directement sur l'articulation, on va avoir une relubrification en gros de l'articulation qui va permettre qu'elle bouge complètement dans tous ses paramètres. Donc les deux approches sont complémentaires, Elles quelque sont part. complètement complémentaires. Des fois, faut mieux commencer par avoir une détente musculaire et faciale autour de la zone pour pouvoir avoir une manipulation efficace et agréable aussi pour le patient, parce que le but, c'est qu'il ne passe pas non plus un sale moment. Tu as mentionné le mot facial. Qu'est-ce que tu sous-entends? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en ostéo? Les fascias, c'est des enveloppes qu'on a en continuité dans le corps qui vont envelopper les os, les muscles, les tendons, les nerfs, etc. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, énormément de terminaisons nerveuses dans ces fascias. Et donc c'est pour ça qu'on les travaille quand même pas mal en ostéo. Donc, le but, c'est de vraiment retrouver une souplesse au niveau du tissu musculaire et cutané pour avoir des effets sur la douleur et des meilleurs échanges. Alors, on parle de travail sur les muscles, les articulations et peut-être un peu de mobilité. Mais tu as également évoqué la digestion. Donc, tu travailles sur des aspects physiques, mais également peut-être sur des aspects mentaux, comme par exemple, je pense aux troubles du sommeil. Est-ce que c'est grâce à ces fascias-là, je suppose, que tu travailles dessus? Sur les troubles du sommeil, on va avoir plein d'aspects autour de la tension musculaire. Après, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Le fait d'avoir un environnement autour de soi qui est plutôt rassurant,
C'est sûr que s'il y a beaucoup de stress au travail, il y a du stress quand on rentre à la maison, ça se passe pas bien, et on n'a aucun échappatoire. C'est aussi pour ça Ouais, que je fais évidemment. le coaching sportif, c'est que j'oriente beaucoup ma patientèle à pratiquer et à avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, une activité physique qui plaise, parce qu'il faut arriver à se dépenser et vider sa tête, c'est hyper important pour le corps et la Bien tête. sûr, bien sûr. Et donc toi, à travers cette pratique d'ostéo, tu peux aider sur cet aspect nerveux et mental. On va avoir un effet sur cet aspect nerveux mental. Est-ce qu'il y a un aspect spécifique? Je pourrais pas te dire, on n'a pas assez de recul sur ça, mais on a un impact Positif, j'espère. positif, bien sûr. Dans quel cas, aller voir un ostéo a du sens? Que l'on soit sportif ou pas d'ailleurs. Il y a tellement de possibilités et de motifs, on va dire, de venue. Ça peut être d'un simple inconfort à une douleur aiguë. La seule chose, et c'est notre obligation aussi en tant qu'ostéo, vu qu'on est en première intention, c'est d'être capable de dire ok, ben là, c'est dans mes limites, je peux pas prendre en charge le patient. Donc on appelle ça des red flags, là, des drapeaux rouges, pour dire ben ok, sur telle ou telle douleur ou pathologie, ben, mon champ d'action il est très limité. On a une balance bénéfice-risque qui est importante à prendre en compte. Et là, ben, du coup, on est plutôt dans la réorientation. Mais sinon, on a vraiment un panel de motifs de venue, que ce soit post-traumatique, donc après une entorse, post-opératoire. Il y a vraiment plein de Le champ choses. des possibles est extrêmement large. Ouais. À partir de quand, selon toi, une douleur doit alerter et doit, par exemple, je sais pas, un jour j'ai mal au genou. À quel moment je dois me dire, Mhm. ouais, là, faut que je consulte. À partir du moment déjà où elle est gênante au quotidien sur des mouvements du quotidien, on va dire, si j'ai mal au genou et que j'ai mal en marchant, effectivement, il vaut mieux aller consulter, hein, que ce soit médecin, ostéo, kiné euh, ou même chiro. Hein. Si c'est une douleur gérable, quand j'appelle une douleur gérable, moi j'aime bien la noter sur 10 la douleur. En dessous de 3, c'est une douleur gérable. Si elle est passagère, moins de 3 jours, pas trop d'inquiétude. Par contre, si on est plus de 3 jours, une semaine, Ouais, ça et qu'on commence à voit qu'il devenir n'y a pas chronique. d'évolution, en fait, là, on pourra se dire, ouais, il faut consulter. Et tu parlais de red flag. Est-ce qu'il y a des choses que les patients croient à tort que l'ostéo peut réparer ou agir dessus? Ouais, par exemple, une hernie. On a beaucoup d'usage, une hernie discale ou avec vraiment un problème de sciatique, par exemple, ce qui ressort beaucoup et qui va parler peut-être à tout le monde. C'est aigu, l'ostéo, effectivement, il va pas avoir un grand effet. Et il y a des manipulations qui vont être contre-indiquées. On va peut-être pouvoir faire diminuer un petit peu le seuil de douleur et le seuil inflammatoire. Ça peut être en complément, mais le gros du taf va se faire avec le kiné, là, par exemple, plus. Et est-ce qu'il y a la compression sur la partie du nerf, elle est importante, moins importante? Si elle est très importante, on peut avoir recours à la chirurgie, dans le pire des cas, mais on se tourne vraiment quand même très rapidement vers la kiné, retrouver du mouvement, renforcer pour diminuer les contraintes. Et donc, ben, tu me parles de kiné, c'est une transition parfaite pour la suite. Tu as évoqué plusieurs métiers, donc ben, kiné, chiropracteur, ostéo. On peut les confondre souvent, mais c'est quoi les différences concrètes entre ces trois métiers? Les trois, c'est de la thérapie manuelle, on va dire. Ok. Après, il y a des spécificités. Le kiné est plus dans un aspect vraiment rééducation, mouvement et accompagnement du patient dans un laps de temps beaucoup plus long. L'ostéo et la chiro, par contre, ça se rapproche vraiment beaucoup. C'est deux thérapies manuelles, douces ou articulaires. Les chiropracteurs ont plutôt un axe très mécanique, on va dire, où ça se rapproche vraiment que du musculo-squelettique avec beaucoup de techniques articulaires, un peu de technique musculaire bien évidemment. Ils sont très axés sur les aspects neurophysiologiques autour de ce système articulaire et axial autour de la colonne. Même s'ils sont capables de faire bien sûr tout le corps, mais on va dire qu'ils sont très spécifiques là-dessus. Tandis qu'un ostéo, ça va être vraiment beaucoup plus général, où on va avoir, oui, l'effet articulaire, biomécanique sur l'aspect musculo-squelettique, mais comme on disait au début, on peut avoir un effet sur le système digestif. Certains travaillent sur le système crânien avec des approches un peu controversées. Moi, c'est pas le gros de ma pratique. S'il faut le travailler un petit peu, je le travaille. Ça permet de soulager le patient, on le travaille un petit peu. Mais
Mais Oui, on reste quand même très axé scientifique. contrairement du coup au kiné et au chiro, vous travaillez tout ce qui est système digestif et comme le mental qu'on a évoqué tout à l'heure, eux ne le travaillent pas forcément. Si, le travail aussi. Comme je disais tout à l'heure, l'aspect mental va se faire bah oui, à travers la douleur, le bien-être. On va avoir un effet hormonal dans tous les cas avec Hmm. des échanges qui vont se créer, qu'on aille voir un kiné, un ostéo, un chiro. Il y a même éthiopathe. Je connais pas du euh, tout. Ça se rapproche aussi de chiro et ostéo. Euh, Toutes ces professions-là ont un impact sur l'aspect mental et psychologique. À partir du moment, de toute façon, où on est pris en charge par quelqu'un, normalement, on a un effet dessus. Qu'on aille voir un psy, Oui, dans tous c'est les cas, important si quelqu'un aussi. s'occupe de toi, Sur l'aspect mental, on va pas remplacer un psy. On peut faire du bien, on va pas remplacer un psy, oui, mais évidemment. Et alors, on parlait dernier tout à l'heure où tu disais qu'il fallait mieux aller voir un kiné qu'un ostéo. Est-ce que tu as d'autres genres de cas où vaut mieux justement aller voir un kiné qu'un ostéo de manière générale? sur une entorse, on va faire basique, hein, une entorse de cheville, les premiers pas, ça se passe avec le kiné. L'ostéo va être là pour gagner en confort. Quelques temps après, en complémentarité de la kiné, mais en premier lieu, l'ostéo va pas avoir grand effet, on va dire, Hmm. sur une entorse de cheville. Donc, ces professions sont complémentaires. Est-ce que toi-même, tu travailles avec d'autres professionnels de santé? Je travaille avec des kinés, beaucoup, je travaille beaucoup avec des kinés, podologues, de temps en temps. J'essaie de renvoyer en fonction des patients, là où est-ce qu'ils ont besoin. Quand certains vraiment posent des questions, où est-ce que je peux aller, je redirige vers les personnes compétentes, que je juge, moi, Oui. compétentes, et qui se rapprochent aussi un petit peu de ma pratique et qui vont être complémentaires à ma pratique. Mais Oui, qui voilà. vont quand même rester dans ton approche et qui vont pas avoir une vision totalement différente de la tienne. On essaye, et c'est ça qui est en plus difficile, c'est que en fonction des professions et des personnes, les approches peuvent être différentes. Et quand on est patient et qu'on a 15 sons de cloche différents, c'est un petit peu compliqué, on se Ouais. sent perdu. Donc le but, c'est de se retrouver, d'échanger le plus possible entre praticiens. Et c'est là qu'il y a un gros travail encore aujourd'hui. Je sais que kiné et médecin, ça se fait de plus en plus, ou kiné chirurgien même. Mais ostéo et les professions un peu moins reconnues, chiro, etc., on a encore beaucoup de travail à faire sur ça pour se faire entendre autour. Donc les kinés, ça va, ça se fait de plus en plus facilement. Médecin, ça reste encore compliqué et on a encore beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Tu dis que c'est pas un métier qui est encore reconnu. Quelles sont les limites, c'est les limites de l'ostéopathie? Ses principales limites, c'est qu'on n'est pas forcément dans le système de santé et qu'on est encore, on est plus proche qu'il y a quelques années, mais on en est encore loin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Il y a encore beaucoup de controverses. On aimerait, je pense, tous avoir un peu plus de reconnaissance dans certains cas. Après, les limites sont qu'on a encore beaucoup de travail à faire d'un point de vue scientifique, où on est loin des études qui sont menées par les médecins, les kinés. Après, manque aussi peut-être de budget, vu qu'on n'est pas dans le système de santé. Tu me parles de controverses, de reconnaissance. Il y en a qui parlent, qui disent que c'est l'ostéopathie, que c'est une arnaque, que c'est une pseudoscience. Comment est-ce que toi tu réagis quand tu entends ce genre de critiques? Ça me fait rire, tu vois, ça me fait sourire. Ouais, c'est Ça vrai me que fait sourire parce que oui, il y a des choses malheureusement en ostéopathie qui ont été faites et qui n'ont jamais été remis au goût du jour, et qui sont pas prouvées scientifiquement et qui ont au contraire été plutôt démontées scientifiquement. Quand on parle des mouvements, par exemple, des os du crâne, aujourd'hui on sait qu'il y a eu des études qui ont été faites et qu'il faut, pour faire bouger les os du crâne, je ne sais plus exactement la force qu'on doit y appliquer, mais elle est extrême. Et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cadre très précis dans la pratique de l'ostéopathie, et qu'il y a un petit peu des dérives sur certaines pratiques, ça fait qu'on perd en crédibilité. qu'est-ce que tu appelles dérive de certaines pratiques? Certains sont plus dans le champ du charlatanisme que de l'ostéopathie, quoi. Non, vraiment, ça joue avec les énergies, les flux, des fois sans toucher le patient, des retours de patients que j'ai eus qui me désespèrent un petit peu de temps en temps quand on a un diplôme d'ostéopathie et qu'on tend à se rapprocher vers de la médecine et de la reconnaissance. C'est un peu, on prend un petit coup derrière la tête et on se dit bon, on est encore loin, Ouais, il y a encore du boulot. il y a encore du boulot. Ouais.
Et actuellement, du coup, en termes de reconnaissance scientifique, tu sens une progression, qu'il y en a de plus en plus qui reconnaissent l'ostéopathie comme une vraie discipline médicale, ou ça stagne? De façon globale et à l'aide aussi des réseaux sociaux et d'Internet, en vrai, la capacité qu'on a aujourd'hui à avoir recours à certaines informations, on s'en rapproche. Mais après, on a encore beaucoup de travail. On pourrait pas dire que ça stagne parce que on voit avec certaines actualités que ça bouge quand même beaucoup. Ça fait de plus en plus de bruit, l'ostéopathie. Donc en soi, c'est une bonne chose qu'on en parle. Après, c'est à nous de faire en sorte que ce soit plus en bien qu'en mal. Est-ce que selon toi, ce problème-là de reconnaissance, même si il a tendance à s'améliorer, est-ce que ça peut venir aussi d'un problème de communication de la part de certains pratiquants, de certains ostéos? Peut-être, et encore, je pense pas, parce que je pense qu'en termes de communication aujourd'hui, on est une des professions qui se rapproche de la santé, même si on n'est pas vraiment dans la santé, avec le plus de liberté. On n'a pas d'ordre qui vient nous taper sur les doigts, donc peut-être aussi, Oui, peut-être que ça joue aussi, le fait qu'il n'y ait pas d'ordre, le fait qu'il n'y ait pas de d'ordre, donc conseils. moins de reconnaissance, etc. Mais ça nous permet aussi de pas dire ce qu'on veut, parce que bien sûr, mais ça nous permet de communiquer de façon beaucoup plus large, à travers un panel beaucoup plus grand, ou Une liberté dans de liberté ouais. sur les choses qu'on peut dire, que certaines professions sont assez cadrées et limitées. Et après, ce cadre et ses limites, ça a peut-être aussi une importance pour avoir un cadre et avoir une reconnaissance. Ouais, c'est pas Donc, tout noir ou tout blanc, il y a ses points il y a des positifs points et ses positifs et points des points négatifs. négatifs à tout ça. Ouais. Et est-ce que toi, en tant qu'ostéopathe, dans ton approche, tu te remets parfois en question? Est-ce que tu doutes de ce que tu fais des fois? J'ai envie de dire heureusement, la personne qui se remet pas en question et qui doute pas, qui a la science infuse, chapeau à elle, mais à mon avis, Ouais. ça risque de pas être le meilleur thérapeute. Non, effectivement, il faut toujours se remettre en question, se mettre à jour, faire des formations. Tu lis des revues scientifiques, tu essaies de tenir au courant des avancées, évidemment. Lire des revues scientifiques de temps en temps. Je t'avoue que c'est pas mon kiff, mais après, par contre, je me mets vraiment à jour. Je suis beaucoup de professionnels sur les réseaux qui font ce travail-là et qui republient et repartagent beaucoup. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir ces ressources-là, donc faut s'en servir. Alors, en parallèle de ton activité d'ostéo, on l'a mentionné tout à l'heure, tu es également coach sportif. Comment tu arrives à compléter ces deux métiers-là que sont ostéo et coach sportif? Certains qui ont des demandes spécifiques, je les accompagne. Moi, on va dire mon champ en tant que coach sportif, ça va être donc soit de la remise en forme, être capable de donc donner un programme à un patient pour que soit il puisse se remettre en forme, soit qu'il puisse rebouger correctement sans douleur, ou justement en jaugeant cette douleur en plus de sa pratique sportive, pour qu'il revienne à une pratique sportive classique s'il en a déjà une. Et après, je peux encadrer tout type de personnes qui se trouvent en salle de musculation ou en salle de crossfit, qui est moi un peu plus ma spécialité, ce que je fais un peu tous les jours. Est-ce que parfois, quand tu sens, je sais pas, qu'ils ont des douleurs sur certains mouvements, peut-être ils manquent de mobilité ou quoi, tu les rediriges vers l'ostéo? Tu leur conseilles Ouais, d'aller dans consulter? l'autre sens aussi, ouais. Dans l'autre sens aussi, certaines personnes que je coach viennent me voir, ah, j'ai mal ci, j'ai mal là. Effectivement, oui. Et je dis, ça serait bien de peut-être consulter, hein, après que ce soit moi, un autre, ou un kiné ou un médecin, ça dépend des douleurs que me décrit la personne que je coach. Mais oui, ça arrive aussi que je les oriente à venir ici au cabinet, qu'on fasse un point et qu'on puisse améliorer tout ça à Et travers soit une alors, séance d'ostéo ou autre. à quel moment consulter quand on s'entraîne régulièrement? Parce que c'est vrai, pour celles et ceux qui font du sport presque tous les jours ou 5-6 fois par semaine, on nous dit ouais, l'ostéo, quand il va, faut avoir 1-2 jours de récup. C'est ce que j'entends en tout cas, tu me diras si tu es d'accord avec ça. À quel moment c'est mieux de consulter? Il n'y a pas de règle à ça. À quel moment consulter sur une saison sportive, à tout moment, à partir du moment où il y a une douleur, à tout moment. S'il n'y a pas de douleur, ça peut être bien, si on est surtout sur des sports avec de la haute intensité ou qui est vraiment très fréquente, ou avec des contacts. Quand on parlait de rugby, sur une saison de rugby, on n'a jamais pas mal, on va dire. On a toujours mal, on joue On a toujours toujours mal quelque part, un petit peu de travers. Donc
1 à 2 séances dans la saison, ça fait pas de mal du tout pour améliorer les petits pépins, on va dire, du quotidien. Et après, pour répondre à la question du 1 à 2 jours sans sport, c'est des vieux dogmes qui n'ont pas trop de sens, à mon sens, dans le sens où sur une séance d'ostéo, de kiné ou quoi que ce soit, on est là pour aider le patient à retrouver du mouvement, dans la plupart des cas. Si derrière, je vais lui dire ben non, pendant 48 heures, tu ne fais rien, ça n'a pas de sens. Par contre, il faut savoir jauger entre je suis capable, j'ai de la douleur et je n'ai plus rien. Et c'est là que, ok, peut-être que les 48 heures vont rentrer en jeu, et encore, moi je suis plus, même si le soir même, il y a une activité physique à pratiquer ou Modéré peut-être plus. une envie de pratiquer, on y va. Par contre, effectivement, si on a un niveau d'énergie après la séance qui est à 0, ben là, en fait, il faut être capable d'écouter son corps. De dire, ben ok, ben aujourd'hui, tant pis, je serai pas à 100%, ou aujourd'hui, tant pis, je fais sauter la séance. Oui, peut-être aussi reprendre doucement si tu fais ostéo le jour même, peut-être pas faire une grosse séance bien intense et bien longue. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut être capable d'écouter son corps et d'y aller ouais, progressivement. De toute façon, après, ça c'est. J'aime bien parler de kiné parce que je travaille beaucoup avec les kinés, mais un kiné va jamais te renvoyer au bout de 2 séances, faire ok, c'est bon, tu peux retourner à la compétition. Non. Ouais, ça Il prend y le temps. a une reprise progressive qui est importante pour adapter tous les tissus. Donc, tu as très bien dit progressif. Est-ce que tu aurais un conseil simple que tout le monde peut appliquer dans son quotidien pour réduire la douleur articulaire ou musculaire, avoir un peu plus de mobilité? 3 piliers essentiels, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. En vrai, sans ça, le risque de blessure et de douleur est forcément accru. Au minimum, ces 3 choses-là. Et après, ben, une activité physique. Évidemment, toujours. On en revient toujours au même point de toute façon. On va parler un peu de ta présence sur les réseaux sociaux maintenant. Tu es actif sur Instagram. Je mettrai Instagram en description et tout, t'inquiète pas. Pourquoi avoir fait ce choix de te mettre sur Instagram? Pour avoir une petite visibilité, on sait que aujourd'hui les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc déjà c'est une partie visibilité. Après, comme je disais au début, moi ce que j'aime c'est transmettre, donc le but c'est surtout avoir un contenu plus éducatif et permettre aux gens de se rendre compte de ce que c'est être ostéopathe, les bienfaits on va dire de l'ostéopathie, de la kiné, du sport, du coaching sportif. Essayer d'être plutôt vraiment dans un aspect global, bien-être, santé et vulgariser un petit peu plein de choses. Comme un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Un peu comme ce qu'on essaie d'aujourd'hui, parler de choses compliquées, essayer de les rendre un peu plus simples et accessibles à tous. Oui, que chacun prenne des petites habitudes de vie à mettre dans son quotidien pour essayer d'améliorer sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Ouais, carrément. Donc, comme tu me disais, les réseaux, bon, c'est un outil qui peut être formidable pour justement transmettre, démocratiser peut-être la prévention, l'éducation au corps. Mais comment faire le tri pour, alors un néophyte, je sais pas si tu pourrais avoir cet œil-là, mais comment faire le tri entre le contenu sérieux et le contenu bullshit, si je puis dire. C'est là que c'est compliqué, c'est que encore ce matin, j'ai vu une vidéo justement d'un bon praticien qui dégommait un petit peu quelqu'un qui disait un petit peu n'importe quoi sur les réseaux. Donc c'est ça aussi qui est compliqué aujourd'hui, c'est arrivé, on a beaucoup de contenu, de beaucoup de personnes plus ou moins compétentes dans leur domaine. Le seul truc que je pourrais conseiller, c'est essayer d'avoir un esprit critique dans tout ce qu'on vous dit, dans ce que vous entendez, en parler autour de vous, essayer de comparer ce qu'on dit avec d'autres professionnels. Quand, je sais pas, on peut retrouver 5 ou 10 personnes qui disent la même chose, peut-être qu'on peut se dire c'est plus une vérité que un mensonge ou une fausse croyance. Par contre, s'il n'y a qu'une personne qui dit si ça, voilà. Et après, se référer à des personnes qui ont justement des bagages plutôt scientifiques, faire plutôt confiance. Même si on ne peut pas faire confiance à 100%, on va préférer peut-être faire confiance à quelqu'un qui a des diplômes, qui a un gros bagage de formation et qui continue à se former tous les jours, plutôt qu'à quelqu'un qui a
juste un diplôme de coach sportif et qui parle de tout, quoi. Oui, être attentif, peut-être aussi se renseigner sur qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Exactement, ouais. On parlait d'Instagram, où c'est qu'on peut te contacter ou te retrouver si on veut faire appel à tes conseils ou si on veut te suivre sur les réseaux? Soit directement via Instagram, dans ma bio, normalement, il y a un lien pour prendre rendez-vous. On peut aussi m'écrire via Instagram s'il y a des questions. SL Ostéosport. sl.ostéosport, c'est ça. Et sinon, après, directement, soit sur Internet, soit sur Doctolib pour prendre rendez-vous. Parfait. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent? Faites du sport, prenez soin de vous. C'est tout. Et allez consulter quand il y a des douleurs. Je te remercie Simon pour cet échange passionnant et le partage de tes connaissances. C'était vraiment très intéressant. J'espère que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent apprécieront également et auront appris des choses. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit like, on s'abonne pour ne rien rater, ça nous soutient, que ce soit pour Simon et pour moi, c'est pas grand chose et ça nous soutient énormément. C'était Lagib dans La Pasée sur Radio Axe Sud. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.